se relève ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un banc glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. « 3 avril 2004. Il fait vraiment froid ici. Je n'ai pas vraiment d'habits pour me couvrir. Tout ce que j'ai, ce sont mes t-shirts et quelques jeans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'acheter une veste. J'étais dans un magasin local, rien d'extraordinaire. C'est là que je l'ai acheté. C'est un hoodie, orange, avec une doublure blanche. Je trouve qu'il est cool, et quand je l'ai essayé, le vendeur m'a dit qu'il me convenait parfaitement. Je lui ai dit merci pour être poli. La courtoisie est si difficile à trouver. Donc, je l'ai acheté. Je n'ai pas regretté mon achat. Non seulement il tient chaud, mais il y a une chose étonnante quand je le porte. Quand je me regarde dans le miroir, j'ai un drôle de sourire narquois. Je me sens incroyablement confiant quand je l'ai. Je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi, mais je l'aime beaucoup. Je ressens souvent le besoin de mettre ma capuche sur ma tête. Les capuches ont une façon particulière de masquer une personne. Même si elles montrent le visage, elles cachent quelque chose. Un je ne sais quoi qui rend la personne énigmatique et mystérieuse. C'est le soir. Je me suis senti bien toute la journée avec mon nouveau hoodie. 10 avril. Et j'ai vécu un enfer cette semaine. Je marchais de salle en salle comme une âme perdue, quand Jack m'a interpellé. Il était tellement en colère et a commencé à m'insulter. Et j'ai essayé de l'ignorer, mais il m'avait énervé. On a commencé à se battre. Il m'a donné un coup puissant à la joue droite et je suis tombé. Il frappait très fort parce qu'il faisait de la boxe. Je me suis relevé avec un peu de sang au coin de la bouche. Je me sentais tellement confiant grâce à mon hoodie. Ma confiance me tenait. Je lui ai donné un coup de poing dans l'estomac et plusieurs au visage, avant de le soulever du sol en le tenant par la gorge. Il crachait du sang. C'était si bon de le voir comme ça, impuissant. Il avait vraiment peur. Le directeur a appelé mes parents. 14 avril. Jack n'est toujours pas sorti de l'hôpital. Ils ont dit qu'il souffre beaucoup et qu'il a perdu beaucoup de sang. C'est ce que ses parents m'ont dit au téléphone. J'ai réfléchi à ce qu'il s'était passé. J'ai réfléchi à ce que j'ai ressenti quand mon poing s'est resserré, quand son cri a retenti. Je ne me soucie pas de Jack. Je souris quand je pense à sa douleur. Je continue de me regarder dans mon miroir. Je porte toujours mon hoodie à capuche. Quand je l'ai, je me sens si puissant. Mes amis se moquent de ce que je dis. Ils me comparent à Batman et à son costume noir. Ils sont cons. Ils ne savent pas ce que je ressens quand je l'ai. 22 avril. Jack est allé dans un endroit meilleur. Ces mots résonnent encore dans mes oreilles. Il est mort. Il avait perdu trop de sang. Son père m'a dit ça le jour où je suis allé rendre visite à Jack. Il avait perdu pas mal de sang à cause de moi. Je ne les croyais pas, mais la façon dont sa mère me regardait m'a convaincu qu'il disait la vérité. Je l'ai tué. Je me souviens encore de la satisfaction éprouvée quand je l'ai frappé. Je n'avais jamais vraiment voulu le tuer. Et j'ai besoin de réfléchir à ce que j'ai fait. Mais ce qui est fait. Le regret est une émotion stupide. Je n'ai pas besoin de regret. 24 avril. Papa a été dur et m'évitait souvent, ces derniers temps. Et maman me disait juste qu'elle m'aimait. Ils veulent tous les deux que je me sente coupable. Mais je ne veux pas, ou plutôt, je ne peux pas. Je peux faire semblant pour les gens, mais la vérité est... Je ne suis pas désolé. Ma comparaison à Batman commence à se dissiper. Maintenant, les gens disent que je suis maudit, ou possédé, par mon hoodie à capuche. Tout le monde répète ce que Jack pensait de moi. Tout le monde voulait que je sois transféré dans une autre classe, au mieux, une école différente. Les enseignants ne me regardent pas beaucoup, font comme si je n'existais pas, ou me font vivre un vrai calvaire. Aujourd'hui, j'ai jeté un crayon sur mon professeur d'histoire. Il a tapé sur son épaule avant d'atterrir sur son bureau. Le professeur s'est figé une seconde,
et a repris ce qu'il faisait. Tout le monde me déteste et veut sans doute ma mort, ou ils me craignent. Mon écriture est le seul réconfort que j'ai. C'est le seul endroit où je peux être tranquille et me laisser aller. 25 avril. Ils m'ont provoqué, ils m'ont menacé, je n'avais pas le choix. Ils m'auraient tué. Ma capuche camoufle mon visage. J'ai pris les couteaux des mains de Rob avant de le tuer. Je ne voulais pas. 30 avril. 5 jours. Ça fait 5 jours que je suis interrogé et que je dors dans une cellule. Ils ont compris que je ne faisais que de me défendre. Je peux entendre maman et papa parler. Ils n'ont pas disparu. Ils ont tous les deux peur. J'étais un idiot de penser que cette veste pouvait me posséder ou changer ma personnalité. C'est juste une veste assez cool. Je me sentais juste badass avec, c'est tout. Je me souviens comment je mettais la capuche en place. Je l'ai mise quand Jack m'a interpellé. Je l'ai mise en place quand ces gars ont essayé de me tuer. Je me sens confiant. Je me sens différent. Je me contrôle. J'ai enfin pris conscience de ma folie. Je voulais les tuer, chacun d'entre eux. J'avais besoin d'un couteau et la confiance nécessaire pour me battre. Je les ai eus. Maman et papa sont irritants avec moi. Ils m'ont tous irrité. Et ils sont tous morts. Jeudi 19 janvier 2012. Cher journal, je m'appelle Amélie et je suis si heureuse de t'avoir enfin. Et j'ai attendu d'avoir un journal intime depuis si longtemps. Je n'ai carrément personne à qui parler. Je viens d'avoir 12 ans ce matin et tu es mon plus beau cadeau. Aujourd'hui, personne ne m'a souhaité joyeux anniversaire, à part mes parents et ma sœur. Tout le monde m'a ignoré en cours. Personne n'a voulu rester avec moi. J'ai dû manger toute seule à la cantine pendant que les autres parlaient dans mon dos. Les gens pensent que je porte malheur. Ils disent que c'est de ma faute si Capucine est morte. C'était ma meilleure amie. Elle me manque. Je n'avais personne d'autre à part elle. Vendredi 20 janvier 2012. Cher journal, je suis si content de te revoir enfin. La journée a été très longue sans toi. En cours de chimie, une fille qui me détestait a commencé à m'insulter et à me clasher devant toute la classe. À un moment, la prof en a eu marre et lui a foutu une heure de colle. J'étais bien contente. Je riais sadiquement dans ma tête. Samedi 21 janvier 2012. Cher journal, c'est enfin le week-end. Je suis tellement contente de pouvoir me reposer après cette longue et fatigante semaine. Je vais enfin pouvoir retourner à mes occupations. Dessiner, sortir, prendre l'air, lire. Mais avant tout ça, j'ai une tonne de devoirs à faire. Dimanche 22 janvier 2012. Cher journal, aujourd'hui, je suis tellement contente. Je vais partir une journée à la montagne pour faire du ski avec ma famille. Je suis si excité. Je vais enfin pouvoir profiter de la neige, faire des batailles et peut-être me faire des amis. Tu vas me manquer, à ce soir. Dimanche 22 janvier 2012. Cher journal, me revoilà, je me suis bien amusé et je me suis fait un nouvel ami. Il s'appelle Alex, il est très gentil. Je pense même qu'il va devenir mon meilleur ami. Il m'a donné son Skype, son Facebook et son MSN. Je vais essayer de le contacter demain après-midi. Cependant, j'ai vu un type bizarre là-bas. Il avait les cheveux bruns, une veste orange, un pantalon noir et des bottes. Il ne semblait pas avoir froid. Mais j'ai cru voir qu'il portait un masque blanc, aux yeux entourés de noir et aux lèvres noires. Je me demande s'il n'avait pas froid par ce temps. Lundi 23 janvier 2012. Cher journal, aujourd'hui je n'ai pas cours. Mes parents sont en voyage d'affaires pendant 2 semaines et ma sœur est partie en voyage avec sa classe. J'en profite donc pour te parler de ce rêve très étrange que j'ai fait cette nuit. J'étais plongé dans le noir total, je ne voyais rien. Après quelques instants, mes yeux semblaient s'être habitués au noir et j'ai pu voir autour de moi dans un périmètre d'environ 6 mètres. Sur le sol, j'ai pu voir une lampe torche. Je l'ai prise et je l'ai allumée. J'ai vu que j'étais dans un couloir, mais c'était très étrange. Ce couloir me semblait très familier. Oui, cette fois j'en étais sûr, j'étais chez moi. J'avançais jusqu'à me retrouver devant la porte de mon salon. Je l'ouvris et je vis cet homme assis sur le canapé. Il me fixa pendant quelque temps. Je pouvais entendre sa respiration. D'un coup, il se leva et courut vers moi. Je me mis à courir vers la cuisine et là, il me fit un croche-patte et je tombais violemment sur le sol. Je ressentis une violente douleur sur le tibia gauche et je n'arrivais plus à me lever.
Il s'approcha de moi doucement, puis sortit un couteau de sa poche et me poignarda dans l'estomac. C'est à ce moment-là que je me suis réveillé. Mais le plus bizarre dans tout ça, c'est que j'avais un énorme bleu sur mon tibia, et j'avais super mal au ventre. Mardi 24 janvier 2012. Cher journal, cette nuit j'ai fait le même cauchemar. Sauf que cette fois, j'ai un bleu sur l'épaule, et au lieu de me poignarder, il m'a égorgé. Quand je me suis réveillé, j'avais un nouveau bleu sur l'épaule, et une énorme douleur à la gorge. J'ai vu une tache de sang sur mon coussin. Je commençais à avoir peur. J'étais en direction de ma salle de bain pour me débarbouiller le visage, et là je vis les traces d'une coulée de sang sur ma joue, et je vis une énorme cicatrice sur mon cou. Cette fois j'avais vraiment peur. Après m'être habillé, j'ai préparé mes affaires et j'ai pris mon petit déjeuner, et puis je me suis mis en route vers le collège. Je n'avais vraiment pas envie d'y aller. Cette journée fut vraiment longue. Comme d'habitude, je me suis retrouvé dans la solitude toute la journée, et comme d'habitude, cette fille m'a encore foutu la honte et s'est ramassé une heure de colle. Mercredi 25 janvier 2012. Cher journal, cette fois c'en est trop. J'ai refait le même cauchemar, mais cette fois c'était plus violent, beaucoup plus, et surtout beaucoup plus étrange. Ce rêve-là était différent des autres. J'étais chez moi, mais cette fois, il y avait de la lumière. J'avançais dans le couloir, il semblait plus long que d'habitude. Et une fois arrivé au bout du couloir, j'avançais vers le salon. À ma grande surprise, il n'y avait personne. Les meubles semblaient avoir été déplacés. Il y avait des taches de sang sur le sol. Je me dirigeais vers la fenêtre. La maison était en plein milieu d'une forêt sombre et brumeuse. Je descendis les escaliers pour arriver devant la porte d'entrée. Elle était ouverte. Je sortis dehors, tout avait changé. Il n'y avait plus de forêt mais une simple mine. Je me retournai et la maison avait disparu. Je vis une lampe torche sur le sol et je l'ai prise. Je descendis l'escalier qui était devant moi pour arriver devant une porte de métal. Elle était à moitié ouverte. Je rentrai à l'intérieur et vis du sang sur le sol. Sur les murs, il y en avait partout. Dans un coin sombre, j'ai pu voir une silhouette sombre. C'était cet homme. Il s'avança doucement vers moi, couteau à la main, prêt à attaquer. Je reculai doucement vers la porte. Je faisais tout pour l'ouvrir, mais elle ne voulait pas. J'étais coincé. Il s'avança vers moi de plus en plus rapidement. J'étais tétanisé, je ne pouvais plus bouger. Il arriva enfin en face de moi. Il me fixait. Je pouvais l'entendre rigoler sadiquement derrière son masque. Il me rattrapa et commença à me tabasser. Il me fit un œil au beurre noir, une dizaine de bleus et me cassa le nez. Puis il sortit son couteau et m'éventra. Quand je me suis réveillé, je saignais du nez. J'arrivais à peine à bouger. J'avais une énorme entaille sur mon bras et surtout cette douleur atroce, mon ventre me faisait souffrir. J'ai appelé cet homme Masky à cause de son masque. Jeudi 26 janvier 2012. Cher journal, désolé de te déranger si tard, mais je n'arrive pas à dormir. J'ai l'impression que l'on m'observe. J'entends des bruits de pas dans la maison. Et j'ai peur. Je ne sais pas si je deviens folle. Je vais essayer de dormir. À demain. Vendredi 27 janvier 2012. Cher journal, cette nuit, rien d'anormal. Pas de cauchemar, rien. Mais ces temps-ci, j'ai l'impression qu'on m'observe. Je pense que je vais placer une caméra dans ma chambre cette nuit pour voir ce qu'il se passe. Je vais prendre l'air pour me changer les idées. À plus tard, mon cher journal. Me revoilà. J'ai eu super peur tout à l'heure. Alors voilà ce qu'il s'est passé. Je marchais tranquillement dans la rue quand j'ai vu un chemin entre deux immeubles. Il était sombre. Je savais que je ne devais pas y aller, mais ma curiosité a pris le dessus. J'avançais vers ce fameux chemin. Il y avait une odeur nauséabonde, comme une odeur de rat mort. C'était horrible. À peu près 5 mètres de moi, j'ai pu voir une silhouette sombre s'avancer vers moi. C'était lui. Dès que je commençais à courir vers la rue, il se mit à me poursuivre. J'étais en train de pleurer. Je faillis trébucher plusieurs fois, mais j'ai pu enfin sortir d'ici. J'étais toujours en train de courir quand j'ai vu qu'il avait disparu. Je continuais de courir quand même jusqu'à chez moi, de peur qu'il ne me fasse une embuscade. J'étais enfin arrivé chez moi. J'ai fermé la porte à double tour, fermé toutes les fenêtres et mis les rideaux. Je me suis enfermé. Me revoilà, mon cher journal. Je suis encore désolé de te déranger si tard, mais j'ai peur. J'entendais pas. Je viens d'entendre un verre se briser. Il est là. Masky est là. Je l'entends arriver. Il est derrière la porte. Il essaye de la défoncer. Et je crois bien que c'est la fin pour moi.
Le week-end dernier, après une fête entre amis, je suis rentré chez moi à pied. Bien sûr, la plupart des gens trouveraient cette ville effrayante de nuit. Pendant que la brise soufflait, des bruits de grincement se faisaient entendre. Je suis passé sous un drapeau qui flottait harmonieusement au vent. Mais je connaissais très bien la ville, si ce n'est dire par cœur. Je n'avais pas à avoir un couteau dans ma poche, je me sentais assez habile et fort. Et je n'étais pas effrayé pour rien. Je ne pensais pas à grand chose quand je suis passé sous un réverbère dans l'allée à travers laquelle mes amis et moi nous amusions souvent. J'ai simplement jeté un coup d'œil et j'ai vu un ombre de dos, qui regardait probablement dans les poubelles à la recherche de quelque chose. Je n'ai pas vu sa figure. Cependant, je n'ai pas loupé le craquement immonde de son cou quand il tourna sa tête sur le côté, comme une chouette. J'ai vivement reculé, à la fois amusé et choqué. Je suppose que c'était une réaction inhabituelle pour un adolescent, après avoir assisté à un tel spectacle. Mais je crois que je suis bizarre en général. J'ai rigolé à cette pensée et j'ai continué à marcher sur le côté, mes bottes claquant sur le sol bétonné à un rythme soutenu. Je regardais droit devant, tout en songeant que j'aurais encore la maison pour moi tout seul cette semaine. Ma mère travaillait de plus en plus, me laissant souvent seul à la maison. C'est la nuit. Tout autour de moi a commencé à devenir sombre, pendant que je me laissais emporter dans le doux monde des rêves. Vous savez, ce sentiment de calme lorsque vous savez que vous allez dormir et que vous vous sentez simplement comme si vous alliez vous reposer. Tout est en paix, vous êtes parfaitement bien. Des pensées traversent votre esprit de temps à autre, accompagnées de brèves petites scènes de la vie, comme des morceaux de film. Je ne m'extasiais pas longtemps sur ces images, car je me suis soudain sorti de ma torpeur. J'ai ouvert les yeux, et je me suis assis sur le lit. J'ai cligné des yeux un moment, jusqu'à ce qu'ils s'ajustent parfaitement à l'obscurité. Je suis resté comme ça un moment, me demandant ce qui m'avait réveillé. Je me rallongeais déjà dans la tiédeur de mes draps, lorsque j'entendis un son qui attira mon attention. Ce n'était pas très fort, ça devait venir d'en bas et sûrement à cause d'un chat. Stupide animal. Je détestais quand le chat me réveillait. J'ai roulé des yeux, agacé avant de me recoucher sur le matelas qui m'accueillait mollement. Mon oreiller était froid. J'ai glissé ma main sous lui avant de me rendormir. Le son ne s'arrêta pas. Et au lieu de continuer de manière irrégulière, il continuait de manière prévisible. J'ai commencé à l'écouter. Et au bout d'un moment, je pouvais dire quand le craquement allait arriver. Mais c'est quoi ce truc ? Je me suis rassis, les draps collaient à ma peau à cause du stress, et je gardais une main près de moi alors que l'autre cherchait le couteau sur la table de chevet. Ma main le trouva, et je m'agrippai à lui. J'étais sûrement en train d'exagérer, mais au moins, je me sentais rassuré. J'essayais de penser aux différentes choses qui auraient pu produire ce bruit. Puis, soudain, je m'en suis rendu compte. Ça se rapprochait. J'ai serré le couteau de plus belle. Ça se rapprochait bel et bien. Presque comme s'il marchait dans l'allée. Marchait. Dans l'allée. Marchait. Ce simple mot a semblé me mettre un autre son en tête. Comme si en fait, le lent bruit des pas commençait à s'approcher dans ma chambre. Ça ne faisait pas de doute dans mon esprit. Il y avait quelqu'un dans ma maison. Je pouvais sentir des picotements immondes se propager dans mon cou et hérisser mes cheveux. Ma vue se troubla pendant que mon cœur déchargeait une dose d'adrénaline dans mon corps. J'étais paralysé, comme une statue de marbre. Je ne respirais même pas, mais je sentais mon corps bouger sans mon consentement. Les battements de mon cœur étaient lents et forts. Je pouvais sentir chaque pulsation dans mon corps. J'étais effrayé qu'il puisse être aussi fort de peur que cette personne en bas puisse les entendre. Je suppliais mon corps de bouger, comme j'essayais de chasser mes pensées du brouillard de mon esprit. Que devais-je faire ? Me cacher ? Courir ? M'embusquer et traquer l'intrus ? Je suis sorti du lit et j'ai vu l'ombre de 2 pieds sous la porte. Je me suis collé contre le mur. La porte s'ouvrit dans un grincement et j'étais de nouveau gelé sur place. Mon sang continuait de battre à travers mon corps pendant que des sueurs froides venaient me geler. La porte grinçait dans son ouverture et apparut une silhouette qui se tenait sur le pas de la porte. Ma bouche ne fonctionnait plus. J'essayais de hurler et d'appeler à l'aide, mais les mots ne sortaient pas. J'étais paralysé. Je n'aurais pas dû penser aussi profondément, mais cette silhouette me rappelait quelque chose. Je rentrai chez moi,
dans l'allée, la poubelle, le craquement de la tête, le vêtement qu'il portait. C'était le même qui se tenait devant moi à présent. La capuche de son sweat bleu foncé couvrait sa tête. Mais sa peau gris pâle ressortait sur l'éclat morbide de la lune. Ses yeux étaient couverts par des lunettes à teint orange. Sa veste kaki était couverte de sang. Ça a envoyé une décharge électrique dans mon dos. Mes pupilles se rétrécirent. Je ne savais pas quoi faire. Mon esprit me hurlait de m'enfuir, mais mes jambes ne répondaient pas. Non, fut la seule chose que je réussis à dire avant que ma bouche ne se referme à nouveau. Il s'apparentait à un homme. Sa figure était cachée par tous ses vêtements, plus une sorte de cache-colle remontée sur son cou et sa bouche. Il s'est approché à pas feutrés de moi, puis s'arrêta. Il mit un doigt devant ses lèvres. Chut. J'ai reculé jusqu'à mon lit, pressant mon dos contre la barre de bois. Je serrai mon couteau si fort que mon poing devint blanc. Mon regard se porta bientôt sur ce que le garçon avait en main. Je réprimai un frisson. Son arme surpassait la mienne. Et de par le sang qui en coulait, je suppose qu'il avait plus d'expérience aussi. L'intrus tenait une hache dans sa main. Du sang en coulait et éclaboussait le sol. Je pouvais bouger de nouveau. Malheureusement, ma tension se relâcha et mon couteau glissa sur le sol avant de tomber sur le parquet. Je déglutis tandis que le son arrivait à mes oreilles. Non. Chut, dit-il de nouveau en avançant de plus belle vers moi. Quand son pied toucha le sol à nouveau, son cou se tordit dans un angle inhumain, et j'entendis ses os craquer contre ses tendons. Il ne comptait pas s'en aller. Je n'allais pas bouger. J'allais attendre, et ce truc devra s'y faire. Mon cœur faisait le bruit du tonnerre, et sortait presque de ma cage thoracique, tandis que ma vision se brouillait due au manque d'oxygène. Mes poumons se refusaient à accepter de l'air. Sa tête était à présent à un angle de 50 degrés de plus que la normale. Et il sursautait parfois en avançant vers moi. Pas à pas, j'entendais ses os craquer de plus belle, répétant son familier. Chut, dit-il encore une fois. Il était à présent à un pas de moi. Il souleva son bras avec la hache. Ma vision vacilla. Mon corps était lourd. Mes jambes tremblaient. Mon Dieu. Je pouvais sentir mon être entier bouger. La hache s'approcha de moi. Lentement. Je le sentis entrer dans mon estomac. La lame simplement posée en moi. Je ne pouvais plus tenir et soudain, j'ai senti une main sur mon épaule qui me tenait fermement, tandis que la lame mal taillée entrait en moi et perçait mon ventre. J'agonisais instantanément, et pour la dernière fois, mon corps se raidit dans une combinaison de choc et de terreur. Je vis des étoiles noires et blanches, pendant que la douleur s'emparait de moi. La dernière chose que je vis fut une paire de talons hauts argentés, et une flaque de mon propre sang qui coulait vers ses chaussures. Ensuite, mon monde devint noir et engourdi. Tu veux vraiment aller là-bas? Tu te souviens ce que grand-mère disait? Cette forêt est hantée par une créature qui dévore les enfants. N'allez jamais dedans seul. Oui, je me souviens, et on l'a toujours écouté quand on était gosse. Mais cette fois on est des adultes, et on doit y aller. Mais tu es sûr que Justine est là-bas? Je veux dire, elle peut être n'importe où. Je suis sûr qu'elle s'y trouve. Elle m'a dit qu'elle a eu un appel bizarre d'un enfant. Tu sais qu'elle reçoit des centaines d'appels bizarres d'enfants, c'est son travail. Oui, mais cette fois c'est différent. Ce petit garçon disait qu'il était tout le temps suivi par un homme qui semblait vivre dans cette forêt. Écoute, je sais que cette forêt te fait peur. Si tu veux, je peux y aller seul. Non, je viens. Je suis juste en train de repenser à quand on était gosse. Tu te rappelles, hein? Chris qui a disparu là-bas. Ouais, je me souviens. On l'a jamais retrouvé. Et c'est pour cette raison qu'on doit y aller. Pour Justine, et pour ce garçon, qui est peut-être en danger là-bas. Je te force pas, Nicolas, c'est comme tu veux. Ok, on y va. Laisse-moi juste préparer mon sac et appeler mon patron pour lui dire que je ne veux pas bosser pendant quelques jours. Super, merci beaucoup. T'as fait le bon choix. On se retrouve dans 1 heure. C'est ça, à tout de suite. Et c'est comme ça que mon histoire a commencé. Cet appel a changé ma vie à jamais. J'étais loin de cette forêt, mais elle m'appelait encore une fois. Bien entendu que j'avais peur. Un de mes meilleurs amis d'enfance avait disparu là-bas. Avant sa disparition, il nous disait voir
Un homme grand, en costume, sans visage, et avec des sortes de tentacules bizarres. Mais tout le monde le prenait pour un fou, au point qu'il s'isolait souvent. Et quand on le voyait à la récréation, il parlait souvent seul. Et parfois, se mettait à hurler en se bouchant les oreilles avec ses mains. Puis un jour, il a disparu. Je me souviens que la police nous avait interrogés, et personne ne savait quoi que ce soit. Mais un truc revenait souvent. C'est Slender. Tout ça parce que dans notre village, il y a une légende qui raconte qu'une créature appelée Slenderman habite dans la forêt, et qu'il dévorait les enfants qui n'étaient pas sages. La police a fouillé avec l'aide des habitants du village toute la forêt, et ils ont retrouvé les chaussures de Chris tachées de sang. Je me souviens des hurlements de la maman de Chris. Elle est tombée à genoux en pleurant, et son papa qui l'a serré dans ses bras, impuissant. Je donnerai tout ce que j'ai pour effacer cette vision de mon esprit. Bien entendu, ce n'est pas possible. Alors que je préparais mon sac, j'avais ces visions de quand on était enfant. Et j'ai remarqué que je pleurais sans même me rendre compte. Jamais je n'aurais un jour pensé y retourner. Dans mon sac, j'ai mis des sandwichs, de l'eau, des lampes torches, des cordes, et après réflexion, j'y ai mis un couteau. J'étais en train de me demander si j'avais bien tout ce dont j'avais besoin quand la télévision s'est allumée seule sur un écran de neige. J'ai regardé l'écran, me demandant comment celui-ci avait pu s'allumer. Et j'ai voulu aller l'éteindre. Quand j'ai entendu une voix bizarre venant de cet écran, une voix presque sifflante. Je t'avais prévenu, Nicolas, que si jamais tu revenais ici, je te tuerais. Quand j'ai entendu ça, bien entendu, j'ai eu peur. Mais je me suis dit que toute cette affaire devait me rendre un peu à cran. J'ai donc éteint la télé, et j'ai été me servir un verre avant de partir. Quand je suis arrivé chez Jérémy, il était assez tard, et il m'attendait dehors. Il est tout de suite venu m'accueillir. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Tu sais pas comment ça m'aide. C'est normal, je suis sûr que t'aurais fait la même chose. Bon, c'est quoi le plan? Entrons, je vais t'expliquer ça devant un verre. On est donc rentré chez lui, et son sac était déjà prêt, à côté de l'entrée. Sur la table de salon se trouvaient des tas de photos et documents, ainsi que des plans. Alors que j'étais en train de lire un des documents intitulé « Slenderman, une légende », Jérémy m'a tendu un verre. Je lui ai demandé depuis quand Justine avait disparu. 4 jours. Je sais que ce temps est court pour lancer des recherches. D'ailleurs, les flics m'ont envoyé chier. Peut-être qu'elle travaille beaucoup, tu es sûr que... Je sais que parfois elle part pendant quelques jours, mais elle me tient tout le temps au courant. Et j'ai reçu un appel étrange qui m'a fait peur. J'ai pu enregistrer un bout. Tiens, écoute. Je sais que le petit est dedans. L'entrée est sous cet arbre. Il y a des restes d'enfants. Je ne sais pas si je vais survivre. Je te demande de ne... Comme t'as pu l'entendre, le reste a été coupé. Elle est en danger. Le sans-visage? C'est exactement ce que je pense. Slenderman. Et on va aller lui botter le cul. Tu sais que d'après ce que nous a raconté grand-mère, il est quasiment invincible. Sauf que j'ai trouvé quelqu'un qui a survécu à cette chose. Et on va aller le voir. Quoi? Tu veux dire que quelqu'un a vraiment rencontré cette créature et a survécu? Déjà que j'ai du mal à croire que ce monstre existe, je suis sûr que c'est quelqu'un qui est complètement tordu. Tu sais qu'il y a plein de gens qui disent avoir vu des extraterrestres, et devine quoi? Que dalle. Je sais qu'elle dit la vérité, et on va la rencontrer ce soir. Bon, dès que t'as fini ton verre, on y va, n'oublie rien, on ne fera pas marche arrière. On est partis à deux dans sa voiture. On avait chargé sa banquette arrière avec nos sacs, car son coffre avait apparemment un problème, et ne pouvait plus s'ouvrir. En même temps, vu la vieillerie, ça ne m'étonnait pas. Mon frère avait tendance à garder ses affaires une éternité. La route jusqu'à cette ville où se trouvait la femme mystère qui avait survécu a été assez longue. Plus d'1 heure. On en a profité pour parler de tout et de rien, de notre travail, notre vie sentimentale. De la façon dont Jérémy parlait de Justine, ça se voyait qu'il en était fou amoureux. Il n'était pas marié, et il ne le voulait pas. Nous sommes arrivés un peu plus tard devant la maison de la dame qu'on devait rencontrer. La maison était grande et belle. Je ne l'imaginais pas du tout comme ça. Un homme vieux nous attendait devant l'entrée. Il nous a demandé de nous garer et de venir le suivre, ce qu'on a fait. Le vieil homme était très élégant, et il s'est présenté comme Karl, le majordome de Mademoiselle Nelly. La maison était en réalité un véritable manoir. Le jardin menant à l'entrée était grand et magnifique, avec plusieurs plantes rares.
des chemins en cailloux blancs, des bancs avec de très beaux lampadaires. Bref, c'était un endroit vraiment magnifique. Quand nous sommes entrés dans le grand hall, Carl nous a tendu des bandeaux et nous a dit de les mettre autour de nos yeux afin de nous cacher la vue, car mademoiselle Nelly ne voulait pas que quiconque sache où elle se trouve. Elle avait apparemment peur de quelque chose. Je n'étais pas très à l'aise, mais je me suis dit que Jérémy savait ce qu'il faisait. J'ai donc mis le bandeau, et on a dû se tenir la main. Et on a marché pendant une dizaine de minutes. Nous avons été jusqu'à un ascenseur, puis nous avons recommencé à marcher pendant quelques minutes avant d'arriver enfin à destination, puisque Carl nous avait dit de retirer les bandeaux. Cette pièce contrastait énormément avec le reste qu'on avait pu voir. Cette pièce était très petite et très sombre. Seule une lampe de chevet éclairait la pièce, sans décoration. Une pièce avec un lit, une table de chevet et un tableau face au lit. J'ai regardé le lit et il y avait une femme qui semblait malade. En tout cas, elle cachait son visage avec un voile. Elle avait un téléphone portable dans ses mains, ce qui paraissait bizarre dans cette pièce. Le tableau représentait un petit garçon avec le visage qui semblait se tordre de douleur, et des sortes de tentacules qui lui sortaient du dos. Ce tableau était vraiment horrible. Je pense que personne ne l'aurait voulu chez lui. Jérémy s'est approché de la femme et a commencé à se présenter. Mademoiselle Nelly, nous sommes Jérémy et Nicolas. Je vous ai contacté il y a 2 jours pour qu'on parle de... Enfin, vous savez. Oui. Vous pouvez prononcer ce nom. Nous ne sommes pas dans Harry Potter, vous savez. Vous êtes venu me parler de Eddie, mon frère. Cette dernière phrase m'a un peu mis en colère. Nous étions vraiment venus chez cette dame pour parler de son frère. Mais c'était ridicule. Je me suis approché de l'oreille de Jérémy. À quoi tu joues là? Qu'est-ce qu'on fout ici, putain? On est ici pour parler de son frère. Tu verras. Il y a un problème? Non, du tout, mademoiselle Nelly. Mon frère m'expliquait comment il trouvait ce tableau assez étrange. Pouvez-vous nous en dire plus? Ce tableau représente mon frère lors de sa métamorphose. Sa métamorphose? Qu'est-ce que vous voulez dire? Racontez-moi ce que vous savez des Slenderman. Allez-y, n'ayez pas honte. C'est un grand type, sans visage, avec des tentacules qui chassent les enfants pour les manger. Oui, c'est ce que dit la légende de notre village, que le Slenderman vient pour manger les enfants qui ne sont pas sages. Et vous avez raison sur certains points. Le Slenderman est une créature diabolique. Mais il ne chasse pas les enfants pour les dévorer. Il les chasse pour se reproduire. Écoutez cette légende, vous allez comprendre. Bien avant notre naissance, ce village existait déjà. Il n'y avait pas encore de voiture, ni téléphone, ni rien. C'était le 19e siècle. Les gens se promenaient avec des chevaux. Enfin, vous savez si vous avez regardé La Petite Maison dans la Prairie. C'est dans cette période que la légende du sans-visage a pris une grande ampleur. Il y avait une jeune femme qui était bizarre aux yeux des habitants du village. Elle vivait seule et ne sortait que la nuit, rarement le jour. Les fermiers ont remarqué que souvent leurs animaux étaient tués bizarrement. C'est-à-dire que ce n'était pas la faute des loups. Non, c'était l'œuvre de quelqu'un. Une nuit, ils ont découvert en flagrant délit que c'était cette femme bizarre qui s'amusait à les poignarder et à boire leur sang. Elle disait que c'était ce que le Tout-Puissant voulait. Bien entendu, les habitants ont été très énervés et la traitèrent de sorcière. Et ils sont partis brûler sa maison. Sauf qu'elle a survécu. Elle est sortie en feu de chez elle. Tout sur elle était en feu. Mais elle marchait comme si elle ne ressentait aucune douleur. Puis elle s'est mise à genoux et a commencé à hurler des choses en levant ses bras enflammés au ciel. Celui-ci s'est assombri et quelque chose est sorti de la maison en flammes. Une grande forme, humanoïde, mais avec des tentacules lui sortant du dos. Ils étaient également en feu, mais ça ne semblait pas l'affaiblir. Ces tentacules ont fendu l'air et ont tué des dizaines d'habitants sous les rires de la sorcière. Le reste des habitants se sont sauvés et se sont réfugiés chez eux. Certains ont chassé la chose, lui ont tiré dessus avec leurs armes, et ils ont réussi à la chasser hors du village, jusque dans la forêt. Ils ont ensuite exécuté la femme. Ils ont par la suite mis en place un couvre-feu. Chaque nuit, les cloches de l'église sonnaient pour dire aux gens de rentrer se réfugier chez eux.
Puis au fil des jours, des mois et des années, ils ne virent plus la chose. Seules les disparitions avaient lieu. Et toujours des enfants. Bien entendu, les habitants ont mis ça sur le compte de Slenderman. Ils se servaient de ça pour effrayer les enfants difficiles, en leur disant que le Slenderman allait les dévorer, un peu à la manière du croque-mitaine. Et ce n'est pas le cas. Non, le Slenderman a besoin d'enfants pour pouvoir vivre éternellement. La créature que vous chassez actuellement est la même que celle de la légende que je viens de vous raconter. Sauf qu'elle n'a pas le même corps. Et comment est-ce qu'il s'y prend? Il a besoin seulement de garçons, mais il ne sait pas différencier un garçon d'une fille. Si par malheur il enlève une fille, celle-ci se fera torturer pendant de longues heures, puis jetée comme un vulgaire déchet. Mais si c'est un garçon, alors il le fécondera. Pardon, il va féconder un petit garçon. Ce n'est pas de la même manière que nous. Quand il féconde en réalité, il attrape le visage de l'enfant et lui ouvre la bouche avec ses tentacules. Puis son visage, normalement vide, s'ouvre et laisse découvrir une bouche géante, armée de dents aiguisées. Ensuite, il crache une sorte de gros œuf gluant directement dans la bouche du petit qui avale de force. C'est dans cet œuf que l'homme de Slenderman vit. Une fois l'œuf placé dans le petit, le Slenderman va le protéger et être toujours avec lui. Le petit va regagner sa famille. Il va devenir un peu bizarre. Comme s'il était fou. Il va commencer à parler tout seul, agir bizarrement, jusqu'au jour où il sentira qu'il faut qu'il aille là où le Slenderman l'appelle. Puis quand le Slenderman actuel s'éteindra, l'œuf va éclore et prendre directement possession du petit. Et il va souffrir. Il va se métamorphoser en grande vitesse, grandir en quelques minutes. Les tentacules vont pousser dans son dos, son visage va s'effacer. Bref, il deviendra Slenderman et il sera reparti pour une longue vie, jusqu'à ce qu'il sente qu'il a besoin d'un nouveau corps. Comment savez-vous tout ça? Parce que j'ai survécu à Slenderman. En disant ces mots, elle a retiré son voile, faisant apparaître un visage défiguré. Ses yeux avaient comme fondu, ses lèvres avaient disparu, et il y avait des traces de brûlure partout sur son visage. Il n'y avait plus de cheveux. J'ai dû faire un effort pour ne pas paraître surpris. C'est Slenderman qui vous a fait ça? Oui, il m'avait kidnappé et a essayé de me féconder. Mais mon petit frère est arrivé et a voulu m'aider. La chose m'a alors lâché, mais il avait eu le temps de me cracher une espèce de liquide bizarre qui m'a brûlé. Il s'est ensuite attaqué à mon frère et a réussi à lui mettre son œuf. J'ai réussi à fuir. Et qu'est-ce que votre entourage a dit? Ils ne m'ont pas cru et ont dit que j'avais dû être choquée par l'agression. Donc ce monstre qui a enlevé cet enfant est votre frère? C'était mon frère, mais il est mort lors de l'éclosion de l'œuf. Maintenant, il ne s'agit que d'une créature. Et comment on l'invoque? Vous ne pouvez pas l'invoquer, mais il viendra à vous si vous le cherchez. Et vous aurez plus de chance avec une offrande. Une offrande? Quelle sorte? Un petit garçon. C'est ridicule. Bon, Jérémy, je pense qu'on en a assez entendu. Mademoiselle Nelly, je vous remercie pour votre accueil et vos précieuses informations. Nous devons y aller, avant qu'il soit trop tard. Pour tout
avait atteint une grande hauteur. Tu veux rentrer dedans? Pour être honnête, j'en suis pas sûr. Mais tant qu'on est ici, pourquoi pas? Nous sommes descendus de la voiture, et le village était extrêmement silencieux. On pouvait entendre notre propre respiration. Nous avons ouvert la barrière qui a grincé, comme dans le passé, et nous sommes entrés. Les fantômes du passé venaient monter. Je nous revoyais, mon frère et moi nous amuser dans ce jardin. Je nous revoyais avec nos parents. C'était une vie heureuse. L'intérieur de la maison avait été vidé. Il ne restait que des vieux livres et diverses choses pas intéressantes. Nous sommes montés à l'étage, l'escalier craquait comme avant. Et je me rappelais quelle marche il fallait éviter pour éviter de le faire craquer plus. Dans mon ancienne chambre, il y avait des posters de groupes que j'aimais quand j'étais gosse. Et il y avait plein de dessins que j'avais faits. J'en ai décroché un, il représentait la forêt avec un homme grand devant. Un homme en costume, sans visage, avec de grandes tentacules sortant de son dos. Je ne me souvenais pas avoir dessiné ce truc. Alors que je regardais ce dessin, Jérémy était dans sa chambre à lui. Je regardais les autres dessins. Ils étaient tous avec ce personnage. J'allais rejoindre mon frère pour lui montrer quand j'ai entendu frapper au carreau. J'ai regardé et j'ai poussé un hurlement. Il était là, à m'observer par la fenêtre. Ses tentacules frappaient le carreau avec force. J'ai entendu sa voix dans ma tête. Il va te tuer. Il va tuer tout le monde ici. Puis il a disparu. J'ai fini par hurler. Ma tête était sur le point d'exploser. Pendant que j'entendais sa voix, j'avais l'impression qu'on m'enfonçait des choses dans le cerveau. Jérémy est venu en courant voir ce que j'avais. Il m'a retrouvé à genoux, par terre, et il m'a demandé ce que j'avais. Je lui ai dit que le Slenderman était là, et je lui ai répété ce qu'il m'avait dit. Ne crois pas un seul mot de ce qu'il raconte. D'ailleurs, on va y aller maintenant. Perdons pas un instant. Alors qu'on allait sortir de la maison, il y avait un homme qui nous attendait devant l'entrée. Bien le bonsoir messieurs, je peux vous demander ce que vous faites ici? Vous savez que le soir c'est dangereux de sortir dans ce village? Qui êtes-vous? Qui je suis moi? Je suis Nolan Roux. Je m'occupe de la sécurité du village depuis que les flics se sont barrés. Et ouais, faut bien quelqu'un pour le faire. Mais vous répondez à ma question? Vous êtes venu faire quoi? De l'exploration? Vous voulez être sur internet, YouTube, c'est ça? Ah oui, je sais, je le sens, vous êtes des youtubeurs. Vous me dégoûtez, vous servez à rien, bande de sacs à foutre. Vous filmez dans votre chambre bon, et... Est-ce que tu vois ces caméras, espèce de dégénéré? On n'est pas youtubeurs. Nous sommes ici pour trouver une femme et un enfant. Laissez tomber, ils sont probablement morts. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Bon allez, ok. Suivez-moi, je vais vous dire pourquoi je dis ça. Jérémy et moi avons échangé un regard. Puis on a décidé de suivre ce Nolan. Il nous a conduits dans une petite maison. Toutes les fenêtres étaient elles aussi cachées par des planches. Il nous a fait rentrer. L'intérieur était assez triste. Il n'y avait que 2 pièces. La principale où se trouvait une gazinière, une petite table, un canapé face à une télévision. Juste à côté, il y avait un frigo et une petite armoire à côté d'un lit d'une personne. Dans l'autre pièce devait se trouver la salle de bain. Il nous a invités à nous asseoir sur le canapé. Dès que nous nous sommes assis, il nous a tendu une bière. Un gros chien style mastif est entré. Voici Sophie, c'est une femelle, alors n'ayez pas peur. Elle est certes impressionnante, mais elle est super gentille. C'est gentil de nous inviter, mais on n'a pas vraiment de temps. On doit vraiment retrouver ces personnes. Le gosse est dans la forêt? Oui. Alors c'est foutu, il a déjà attrapé le sans-visage. Slenderman? Appelez-le comme vous voulez. Slenderman, sans visage, tueur de la forêt, mon oncle Guy Georges. Si ça vous fait plaisir, on parle de la même créature, un type grand, avec un costume, centré sur le visage, pas d'yeux, pas de bouche, que dalle à part d'énormes tentacules dans son dos. C'est à cause de lui que le village est dans cet état. Tout le monde a peur et tout le monde s'est barré dès qu'il a pu. On était ici, enfant. Mais ce n'était pas encore comme ça quand nous sommes partis. Que s'est-il passé? C'était environ 5 ans. Une petite fille était portée disparue ici même. On savait tous que c'était le sans-visage, bien que personne ne voulait l'admettre. Les parents de la fillette ont décidé de se rendre dans la forêt avec des armes pour chasser le monstre, et ça a plutôt mal tourné. Ils ont été retrouvés morts à 17h, et les flics ont dit que c'était un accident de chasse. Tu vois un peu l'esprit. Un accident de chasse. Et le soir même de cette attaque, le monstre est venu en ville. Il est rentré dans plusieurs maisons et... je peux pas vous le dire, je sais qu'il n'a pas tué, mais il a poussé les gens à le faire. On a retrouvé des cadavres criblés de balles, des membres mutilés, bref, quelque chose d'affreux, un véritable carnage. Et après ça, tous les gens sont partis. Enfin, pas tous, il en reste, mais ils vivent cachés chez eux, ils ne s'approchent plus de la forêt. Et ils ont peur d'une nouvelle horreur. Nous, on va y aller. Vous avez des conseils à nous donner? Ouais, genre, il est vulnérable à quoi, etc. Mon seul conseil... franchement, partez loin d'ici. Mais vous avez l'air motivé, alors si vous voulez y aller, faites attention à vous. Si vous entendez des cloches, il sera tout près de vous, donc courez.
Allez, finissez votre Corona et barrez-vous, j'ai du boulot. On a fini notre bière et nous sommes partis de la maison. Ce que nous avait dit cet homme était complètement fou. Pourquoi le gouvernement ne faisait pas un truc comme envoyer l'armée avec leurs armes, et cette chose n'aurait pas tenu longtemps. On a roulé jusqu'à l'entrée de la forêt. Pendant le trajet, Jérémy a essayé de joindre Justine, mais sans succès. Rien, à part des bruits parasites. L'entrée de la forêt était complètement sinistre, surtout de nuit. On voyait la forme des arbres, éclairés par les phares de la voiture, mais rien de plus. Et quelque chose m'était mal à l'aise, comme si on nous empêchait d'entrer. On est sorti de la voiture, et de la buée a commencé à sortir de nos bouches quand on respirait. Pourtant, il ne faisait pas froid. On a sorti nos sacs de la voiture, et nos lampes de poche. Bon, on y va? Prêt? Attends, j'ai quelque chose dans le coffre, on en aura besoin. C'est quoi? Une arme, j'espère. Et je pensais que ton coffre ne s'ouvrait plus. T'inquiète, attends. Et il est parti ouvrir son coffre. Et à l'intérieur, il y avait une petite fille, ligotée et bâillonnée. Mais putain, qu'est-ce que tu fous? C'est qui? Depuis quand elle est là? T'es un malade? On a besoin d'un gosse pour amener Slenderman. Tu le sais bien. Allez, sors là. Mais va te faire foutre, espèce de dégénéré! Tu te rends compte de ce que t'as fait? Où tu l'as enlevé? Je ne l'ai pas enlevé, juste emprunté. Je suis prêt à tout pour Justine. Sors là pendant que je surveille. Non, j'appelle les flics. Cette histoire va beaucoup trop loin. Et quand j'ai dit ces mots, il a sorti une arme de son jean et l'a pointée sur ma tête. Dépêche-toi, je n'hésiterai pas. Tu ne vas pas tirer sur son frère. Écoute, baisse ça, on peut discuter. Bah, tu sais, j'ai tué ses parents pour l'avoir. Un mort de plus ou de moins. J'espérais juste que tu te montrerais coopératif, Nico. Sors là, tout de suite. Je me suis approché de la petite et j'ai retiré ses liens. Étrangement, elle était toujours endormie. Je lui ai enlevé son bâillon et j'ai alors compris. Elle est morte. Putain, t'as tué une gamine. T'es qu'un cinglé. Fais chier. Elle devait être en vie, cette conne. Sinon ça ne marche pas. Merde. Elle était en vie. Elle a dû s'étouffer, putain, fais chier. On va faire quoi? Tu vas finir en tôle, mec. Allez, ressaisis-toi, appelle les flics. Non, porte-la. On va l'enterrer dans la forêt. Dépêche-toi. Attends, je vais t'aider. Alors que j'essayais de lui faire reprendre raison, il a attaché le corps de la petite fille sur mon dos, aidé de la corde autour de ma taille. Puis il a continué à me pointer son arme sur la tête et m'a fait signe d'avancer dans la forêt. Voilà comment on est parti dans cette forêt. Moi devant avec un cadavre d'enfant sur le dos, et lui me pointant de son arme à feu. Je n'imaginais pas ça du tout comme ça. La forêt était sombre et extrêmement silencieuse. On n'entendait pas d'animaux, ni même le craquement des arbres. La lumière de nos lampes faisait un petit effet glauque, et on se serait cru dans le projet Blair Witch. On a marché quelques mètres juste devant nous, quand je me suis arrêté. La petite sur mon dos avait fait un faible chuchotement. Aide-moi. Je n'en revenais pas, j'étais certain qu'elle était morte. J'ai fait un faible signe de tête pour lui dire que j'avais entendu, puis je me suis remis à marcher. Jérémy était toujours derrière moi, en train de me pointer avec son arme. Je ne savais pas où on allait. Tout se ressemblait ici. Mais au moment où je m'étais dit que, si cette petite était vivante, cela voudrait dire que Slenderman allait venir. Quelque chose est alors apparu devant nous. On l'a éclairé. C'était lui, le Slenderman, à une vingtaine de mètres de nous. Il était très grand et effrayant, mais il n'avait pas de tentacules. Il tenait juste la main à un petit garçon et à Justine, qui semblait vraiment mal en point. Quand Jérémy a vu Justine, il a crié son nom, puis il s'est mis à tirer sur la créature. Ça nous a tellement surpris que la petite a poussé un cri. La créature a disparu. On regardait partout autour de nous, mais rien. Jérémy a alors pointé du doigt la petite. Tu m'as menti, Nicolas. Mais au moins elle nous servira. Détache-la. On doit la sacrifier. Va te faire foutre, on la laisse en vie. Sauf que, ce n'est pas toi qui décides. T'as intérêt à faire ce que je te dis, ou je te tire une balle dans la tête. Tu veux vraiment que Justine meure? Réfléchis, on peut la sauver. Tu as raison. Attends, aide-moi. Il a souri, il s'est approché de moi, alors que la petite pleurait. Une fois qu'il était assez près de moi pour m'aider à enlever le nœud, je lui ai mis un coup de tête, ce qui l'a déséquilibré et fait perdre son arme que je me suis empressé de ramasser et de pointer sur lui. Il s'est relevé, il avait le nez en sang. Il a levé les mains. Tu n'es pas un tueur. Toi non plus,
tu as été atteint de folie. » Alors qu'on était en train de discuter, on a entendu des cloches se mettre à sonner. Puis le vent a soufflé. Jérémie s'est mis à sourire. Le voilà. Tu vas faire quoi maintenant? Ta gueule. Ferme ta gueule. Il est où? À ce moment, la petite s'est mise à crier et à pointer du doigt derrière elle. Le Slenderman était là, grand, et cette fois ses tentacules étaient sortis. Et sa voix a retenti dans ma tête. Je te l'avais dit. Il va te tuer. Il va tuer tout le monde ici. J'avais tellement mal à la tête que j'en suis tombé à genoux. Puis j'ai vu le Slenderman s'approcher à toute vitesse, comme s'il planait. Et je ne me souviens plus de rien. Je me souviens juste m'être réveillé dans une grotte humide et grande, éclairée par des torches sur les murs. J'étais attaché avec des chaînes sur une des parois, en position debout, seulement les bras attachés par le haut. J'avais du mal à voir, mais j'ai cru distinguer la petite, qui elle était assise à terre à côté d'un petit garçon, et Justine, accrochée face à moi. Par contre, son visage était tuméfié, elle semblait évanouie. Et il y avait le Slenderman, face aux enfants, qui semblaient leur parler dans leurs esprits. Je cherchais un peu partout où était Jérémie, mais je ne le trouvais pas. Il n'est pas ici. Il s'est sauvé comme un lâche. Je t'avais prévenu, Nicolas, que si jamais tu revenais ici, je te tuerais. Tu mens. Il est où? La douleur dans mon crâne était atroce, mais j'essayais quand même de résister à l'envie de hurler. Il est mort. Tu veux le voir? Retourne-toi. Je n'y croyais pas, mais je me suis quand même retourné. Et là, j'ai poussé un hurlement. Il y avait le corps de Jérémie, attaché lui aussi, mais le visage complètement arraché. Puis il a disparu. Il s'est sauvé. Il n'est pas mort, contrairement à toi. Mais avant, tu vas avoir l'honneur de voir ma transmission. C'est une chance exceptionnelle, car personne de ceux qui ont assisté à ma transmission ne sont encore en vie. Tu te trompes, espèce de pourriture. Nelly est encore en vie. Être obligé de rester allongé parce qu'elle est détruite, je n'appelle pas ça vivre. J'espère que tu es prêt. Et sur ces mots, il a parlé à haute voix. Sa voix résonnait partout dans la grotte. Comment t'appelles-tu, petit? Fiona, ne me faites pas de mal. Je ne peux pas te le promettre, mais tu seras en vie jusqu'à ce que mon nouveau corps ait besoin de toi. Sauf que c'est une petite fille, espèce de bigleux. Tu sais bien que ça ne marchera pas. Je t'ai assez entendu. Quand il a dit ces mots, j'ai senti une grosse douleur au niveau de mes lèvres, et j'ai senti comme si on me cousait la bouche. Et c'était le cas. Ma bouche était en train de se faire coudre. C'était complètement irréaliste et douloureux. Je ne pouvais plus rien faire, sauf à assister à une scène d'une épouvantable horreur. Slenderman a tendu une main, et le petit s'est levé, puis s'est approché de lui. Ensuite, le Slenderman a convulsé violemment, et ses tentacules sont sortis de son dos, ce qui le rendait encore plus grand et menaçant. Ses tentacules ont attrapé tendrement le petit, et l'ont soulevé. Puis les tentacules restantes ont ouvert de force la bouche du pauvre garçon. Celui-ci a poussé un cri. Puis le monstre a approché son visage du petit, et une sorte d'entaille est apparue sur le visage du Slenderman. Une entaille ensanglantée, qui s'ouvrait de plus en plus, faisant couler beaucoup de sang sur le visage du petit. Puis l'entaille s'est transformée en bouche, pleine de dents ultra aiguisées, et tout en sang. Il y avait beaucoup de sang et de liquide bizarre qui coulait. Puis il a semblé vomir. Un gros truc gluant, comme un très gros œuf, mais de couleur orangeâtre, en est sorti de la bouche du Slenderman et est tombé dans celle de l'enfant, qui était forcé d'avaler par les tentacules du monstre. Celui-ci avait du mal. Il avait les yeux en pleurs et semblait sur le point de s'évanouir, mais il a finalement réussi à avaler. Quand ça a été fait, le Slenderman a lâché le petit, puis il a posé délicatement sur un lit fait de paille, pas loin de lui. Au même moment, Jérémie est arrivé et a tiré sur le Slenderman. Celui-ci était assez surpris, quand, dans ma bouche, il n'y avait plus rien. J'ai donc hurlé de me détacher. Jérémie a continué à tirer sur le monstre. Celui-ci lui a mis plusieurs coups avec ses tentacules, et Jérémie s'est écrasé sur le mur, à côté de Justine. Je n'avais pas remarqué, mais la petite n'était plus au milieu de la pièce. Je la cherchais du regard et je l'ai vue. Elle était derrière Slenderman, en train de prendre une torche enflammée. Une fois qu'elle l'a prise, elle a appelé le monstre. Celui-ci ne semblait pas voir qu'elle avait une torche dans ses mains. Monsieur Slenders, j'aimerais être une des vôtres. Faites comme vous avez fait au petit garçon. Tu te proposes?
C'est la première fois que ça arrive. Très bien. Comme tu voudras. Et il a attrapé la petite avec ses tentacules. Puis comme tout à l'heure, sa bouche sanglante s'est ouverte en grand. Et à ce moment-là, Fiona a planté sa torche enflammée dans la bouche du monstre. Celui-ci l'a lâché. Il a poussé un énorme cri strident et s'est mis à convulser, ses tentacules s'agitant dans tous les sens. La petite en a profité pour prendre l'arme à feu de Jérémy, inconscient. Puis elle est venue vers moi. Je ne sais pas comment te libérer. Il a mangé les clés. Tire dans les menottes, tu peux le faire, vite! Mais si je te touche... Pas grave, dépêche-toi! Puis elle a tiré, dans ma main. La douleur était atroce. J'ai regardé, j'avais un trou dedans. Mais au moins, les menottes avaient été touchées et j'étais libre. Elle m'a tendu l'arme que j'ai pris. Le Slenderman était toujours en train de crier. Le feu devait être un de ses points faibles. J'ai été libérer Justine qui était complètement inconsciente. Elle était couverte de sang et de blessures. J'ai essayé de réveiller Jérémy. Celui-ci a ouvert les yeux. Je lui ai dit que le feu semblait le faire souffrir. Il a regardé le monstre, puis Justine. Slenderman s'est retourné vers nous. Jérémy m'a dit... Écoute, je sais pas ce qui m'a pris. Prends Justine et la petite et sauve-toi loin d'ici. Vite! Pas question que je t'abandonne, ni le petit. Sauf que le petit est condamné. Tu le sais bien. Il est trop tard pour lui. Et... Vous allez regretter. Misérable humain. Jérémy s'est levé et a pris une des torches à côté de lui. Puis il s'est approché de Slenderman et s'est jeté sur lui. Les faisant tomber tous les deux sur le lit de paille. Ce qui a fait un immense feu. La fumée commençait à envahir la grotte. Le petit garçon s'est mis à hurler de douleur. Ainsi que Slenderman et Jérémy. Je n'ai pas hésité une seconde de plus. J'ai porté Justine, j'ai pris la main de la petite et j'ai couru le long du tunnel qui a amené ici. Le bout du tunnel était une sorte de puits. Il y avait une échelle qui amenait vers le haut. On pouvait voir le ciel étoilé. J'ai dit à Fiona de vite grimper pendant que j'attachais Justine comme j'avais fait avec elle quelques heures plus tôt. Puis je suis monté. On se trouvait dans la forêt, mais curieusement, on pouvait mieux respirer. C'était beaucoup plus accueillant, même si c'était la nuit. On a regardé dans le puits, et on voyait les flammes qui commençaient à venir ici. La fumée était épaisse. Jérémy et le petit garçon devaient être morts, et je priais pour que cette chose aussi. On a couru vers la sortie de la forêt, et on est venu ici, dans cette voiture. Et comme tu peux le voir, la forêt est en feu. Je pense que c'est une bonne chose. On peut dire ça. Mon chéri est mort. Et le petit garçon que je devais sauver aussi. Jérémy s'est sacrifié pour te sauver. Ainsi que moi et la petite qui, je le sais, est ici à cause de lui. Démarre, partons d'ici. Et j'ai démarré la voiture, et nous sommes partis loin d'ici. Les habitants sortaient de leur maison pour voir la forêt en feu. Et ils nous applaudissaient. Je pense qu'on est plus près d'entendre parler de ce Slenderman. Les monstres relèvent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial fait trembler jusqu'en Antarctique. Légendes urbaines, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique.